Bonjour à tous, bienvenue dans cette 22e session de ce cycle de cours intitulé « Intégrale dépendant d'un paramètre ». Je vous rappelle que nous avons très modestement et très prudemment introduit la dernière fois la notion de dérivée d'ordre fractionnaire. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos investigations pour, de manière, j'ai envie de dire, équivalente ou complémentaire, regarder les premières propriétés, alors pas de la dérivée d'ordre fractionnaire, mais de ce qui lui est associé de manière totalement naturelle, c'est-à-dire l'intégrateur d'ordre fractionnaire. Je vous rappelle le contexte. Alors, rappel, je vous redonne la transformée de Fourier, la formule de la transformée de Fourier concernant la dérivée énième d'une fonction, pourvu que cette fonction, cette dérivée énième admette une transformée de Fourier, ça va sans dire. Alors c'était quoi? C'était 2ipx, le tout à la puissance n, transformée de Fourier de la dite fonction au point x. Ça, nous l'avions vu. Et alors, rappelez-vous aussi, nous avions démontré la chose suivante. Il existe une fonction psi, on va l'appeler comme ça, telle que la transformée de Fourier de psi au point x soit égale à 1 sur racine de 2ipx Fourier d'une certaine fonction qu'on s'est donnée au point x. Autrement dit, on se donne une fonction petit f. Il existe une fonction psi, et je vais d'ailleurs l'expliciter pour vous rappeler tout cela immédiatement, dont la transformée de Fourier, eh bien, c'est la transformée de Fourier de la fonction petit f pondérée par la quantité 1 sur racine de 2ipx. Alors, évidemment, je vais rappeler deux choses. D'abord, la fonction psi, on l'avait calculée en fonction de petit f. C'était 1 sur racine de pi. Une fonction précise dont je vais aussi donner l'expression ρ convolée avec f, ou ρ on va l'appeler t, eh bien c'était h de t sur racine de t, où h est la fonction d'Heaviside qui vaut 1 quand t est positif, 0 quand t est négatif. Autrement dit, on avait envie de poser, on a posé par analogie à la formule que j'ai rappelé ici sur la transformée de Fourier de la dérivée énième, vous voyez qu'ici, on a un 2ipx puissance moins 1,5. Donc on aurait pu poser psi comme, on va dire, la dérivée d'ordre moins 1,5 de f, mais pour des raisons qui vont apparaître plus tard, ou on va dire dans la suite de nos investigations, dérivée d'ordre moins 1,5, ça fait penser par réciprocité à ce que l'on va appeler l'intégrateur d'ordre 1,5 de f. Alors, pourquoi l'intégrateur d'ordre 1,5 de f? Si vous voulez, car l'intégrateur d'ordre 1 de f, d'une fonction petit f, on va le dire, on va la donner au point t. Eh bien ça va être l'intégrale de 0 à t de f de t dt. D'accord? Et d'ailleurs, l'opérateur de dérivation entière, D1, l'opérateur de dérivation d'ordre 1, agissant sur f au point t, évidemment, ça va être f' de t. De sorte que si vous composez la dérivation et l'intégration, ces deux opérateurs, la composition va donner l'identité, c'est-à-dire petit f. Vous allez, vous revenez, vous trouvez, avec, on a trivialement D1 rond I1 égale l'identité, si vous voulez. Si je fais agir cette composition sur une fonction f, je vais obtenir petit f, tout simplement. Alors ici, on a aussi, pour terminer nos rappels, on a I1,5 de f au point t. C'est quoi? C'est la fonction psi. On peut l'écrire. C'est 1 sur racine de pi, somme de 0 à t, de f de θ sur racine de t moins θ dθ. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je vous renvoie, tout ça ce sont des rappels, je vous revois au cours de la semaine dernière, de la précédente séance. En fait, on a considéré des fonctions causales, c'est-à-dire des fonctions petit f qui sont définies non nulles, on va dire, pour t positif. Autrement dit, si on intégrait le produit, comment dirais-je, de convolution de moins l'infini à plus l'infini, quand θ est négatif, f de θ est nul, reprenons.
Donc en fait, si on devait écrire le produit de convolution rigoureusement ici, ρ convolé avec f, je vous rappelle d'où vient cette expression. On devrait avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est la définition du produit de convolution. Bien. Pour autant, si f est causal, c'est-à-dire si f est nul quand sa variable est négative, quand θ est négatif, l'intégrale de moins l'infini à 0, poubelle, 0, parce que f est nul. Et puis de 0 à plus l'infini, attention, en fait, il faudrait écrire ρ, c'est h de t, c'est-à-dire qu'en fait, on devra avoir ici fois h de t moins θ, puisque c'est le produit de convolution de ρ par f. Rappelez-vous la définition du produit de convolution. Hein. Donc, en fait, comme on a le racine de t moins θ, on devrait avoir un h de t moins θ. Oui, mais h de t moins θ est non nul et vaut 1 quand t moins θ est positif, c'est-à-dire quand θ est plus petit que t. Voilà, on retrouve exactement nos histoires. Alors, théorème, et je l'avais annoncé, et on va le démontrer aujourd'hui. Théorème, donc maintenant qu'on a remis à peu près les choses en place, encore une fois c'est assez rapide, mais revenez sur le cours de la dernière séance. Eh bien, théorème, cet opérateur d'intégration d'ordre fractionnaire, si je le compose avec lui-même, eh bien, on va trouver l'intégrateur d'ordre 1. Ça, c'est une consistance, j'ai envie de dire, de cette nouvelle définition d'intégration d'ordre fractionnaire. Je vous rappelle aussi, mais ce n'est pas l'objet de notre séance, revoyez la séance précédente, à partir de l'intégrateur d'ordre 1,5, Liouville-Riemann ont défini la dérivée d'ordre fractionnaire comme tout simplement la dérivée de cette histoire-là par rapport à t. Rappelez-vous, c'est la semaine dernière. Et puis on verra dans les séances qui suivront l'enrichissement de cette dérivée d'ordre fractionnaire, c'est ce qu'on appelle la dérivée fractionnaire de Caputo, qui modifie la définition de la dérivation naturelle d'ordre 1,5, encore une fois comme la dérivation de cette bestiole-là par rapport à t, ça c'est Liouville-Riemann, et nous verrons ça ultérieurement. Alors, avant d'envisager des propriétés de la dérivée d'ordre fractionnaire, il faut, puisqu'elle est fondamentalement, j'ai envie de dire, introduite comme la dérivée de l'intégration d'ordre fractionnaire, ici, pour nous faire la main sur l'intégration d'ordre 1,5, regardons cette consistance-là, parce que vous avez compris aussi qu'on va définir par la suite l'intégrateur d'ordre alpha fractionnaire. Hein. Comme généralisation de ça, lui-même, cet intégrateur d'ordre fractionnaire, généralisant l'intégrateur entier. Alors, on va après composer l'intégrateur d'ordre alpha avec l'intégrateur d'ordre bêta, et on verra que c'est l'intégrateur d'ordre alpha plus bêta. 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Donc, il est bon de comprendre comment cette propriété se met en place. Alors, démonstration, c'est tout de suite. Il nous faut nous faire un peu de place. Donc, la preuve, eh bien, écrivons, si vous voulez bien, quelle est la valeur de I1,5 rond I1,5 agissant sur une fonction f au point t. Eh bien, il suffit de remplacer ici le petit f par, vous voyez, c'est I1,5, alors ça c'est la définition de la composition, donc on y va gentiment pour sauter aucune étape qui pourrait poser problème à certains d'entre vous, c'est I1,5 de I1,5 de f en t. D'accord? Alors, ça vaut exactement quoi? Eh bien, ça vaut 1 sur racine de pi, somme de 0 à t, et puis à la place de f de θ, j'ai I1,5 de f en θ, sur racine de t moins θ dθ. Alors, vous voyez qu'il va être nécessaire, on va maintenant ici préciser ce que c'est que I1,5 de f en θ par rapport à cette définition-là, mais vous voyez qu'il va falloir mettre à la place de t ici, donc θ, et donc il va falloir libérer la variable d'intégration, on va l'appeler s. Donc c'est 1 sur racine de pi fois 1 sur racine de pi, donc c'est 1 sur pi, somme de 0 à t, de 1, on va dire, sur racine de t moins θ, et puis I1,5 de f en θ, c'est donc somme, je vais l'écrire en détail, somme de 0 à θ, de f de s, sur racine
de quoi? Eh bien là, c'est t moins θ, donc là, ça va être θ moins s, ds dθ. D'accord? Alors, sous réserve de... On va le faire dans un premier temps formellement, et ensuite, on va le justifier proprement. Vous voyez qu'on a une intégrale double. Alors, vous allez me dire, j'ai dit sous réserve. Sous réserve de quoi? Prenons le temps de réfléchir, encore une fois, de ne pas subir les calculs, mais de les motiver autant que faire se peut. La motivation, elle est simple. Ici, vous intégrez en S. Donc, si on permutait l'ordre d'intégration, on aurait l'intégrale en θ à l'intérieur. Donc, f de S sortirait, et il y aurait en θ 1 sur racine de t moins θ, 1 sur racine de θ moins s. La fonction à intégrer serait complètement analytiquement explicite. On pourrait se poser la question du calcul de cette intégrale. Alors, si Fubini, donc, si Fubini est applicable, ce qu'on justifiera après, si Fubini est applicable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous rappelle comment on procède. Donc, vous voyez que vous avez deux variables. La variable θ, vous allez voir que c'est toujours très simple si on pose le contexte de l'intégration double à permuter par rapport à Fubini. Donc on a θ, variable externe, je la mets en horizontale. Ici, on pourrait faire l'inverse. Hein. Ici, on a la deuxième variable qui est la variable S. Personnellement, je mets toujours la variable externe en horizontale, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'elle varie, cette variable-là, entre 0 et t. D'accord? Alors on a l'habitude, parce que vous savez par votre expérience ici que la bisectrice S égale θ va être parfaitement utile, parce que quand θ varie fixé entre 0, voilà, quand θ est fixé entre 0 et t, qu'est-ce que fait S? S augmente de 0, S augmente, va là-dessus, de 0 jusqu'à cette valeur-là. Et ça, c'est la valeur S égale θ. Vous êtes d'accord? S varie de 0 à θ, donc sur ce segment-là, on peut même faire un segment droit et on pourrait même mettre un sens d'orientation parce que les sens d'orientation doivent être conservés lorsqu'on produit la permutation qui va être réalisée dans un instant. Donc ça, c'est pour un θ. Vous en prenez un autre, eh bien, il va y avoir le même mécanisme jusqu'à le θ qui est considéré, jusqu'à ce que θ aille de 0 à t. Donc, hein, vous voyez, pourquoi je fais ça? Parce que c'est particulièrement simple, jusqu'à 0t, eh bien, en faisant ça, je me rends bien compte que cette histoire-là, ça, c'est le domaine d'intégration. Domaine d'intégration dans le plan. Le domaine d'intégration dans le plan θs. Autrement dit, si je prends le feutre rouge, maintenant, pour permuter, vous voyez que comme θ varie entre 0 et t, la valeur maximale de S, c'est S égale T également. Donc lorsqu'on va permuter, on va écrire que c'est 1 sur pi, et puis S va être extérieur, et S va varier entre 0 et petit t également. Voilà comme on le voit. Maintenant, je prends une valeur de S fixée, et qu'est-ce qui se passe pour T? θ va varier de cette valeur-là à cette valeur-là. Donc quand S est fixé entre 0, alors il va y avoir le f de s qui sort, on a dit, et là il va y avoir l'intégrale en θ. Alors θ va varier de quoi à quoi? Attention, θ pour s fixé, cette valeur-là, ici, ça c'est θ égale s, pour s fixé entre 0 et t. Donc l'intégrale en θ qui est à l'intérieur, l'intégrale qui est en θ à l'intérieur, elle va varier de quoi à quoi? Eh bien, de θ égale S à θ égale T. Et puis, il reste 1 sur, eh bien, racine de T moins θ, racine de θ moins S. J'aurais pu regrouper, mais c'est de l'esthétique. D'accord? Donc, en fait, je répète, quand θ varie entre 0 et t fixé, alors S varie de 0 à θ. Maintenant, quand je fixe S entre 0 et t, on a compris comment on trouvait la borne maximale de S par rapport à la définition de l'intégrale double initiale.
Eh bien, quand S est fixé, θ varie, si vous voulez, dans cet intervalle, enfin ici tout simplement. Mais ici, ça correspond à θ égale S, et ici, c'est θ égale T. θ égale S, θ égale T. Donc, il nous faut calcul de cette intégrale, comme j'ai dit tout à l'heure, complètement explicite de S à T, de dθ sur racine de, allons-y, on va l'écrire comme ça, T moins θ et θ moins S. Alors, j'ai ouvert un cycle d'intégration. Pour l'instant, il y a un seul calcul d'intégrale. Eh bien, ça, on va démontrer par ailleurs, parce que ça prend un certain temps, donc je ne veux pas ici polluer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'opérateur d'ordre 1,5, et montrer que sa composition par lui-même est un opérateur consistant, puisqu'il donne l'opérateur d'intégration d'ordre 1. Alors ça, on va montrer que ça vaut pi. Voilà, donc je vous renvoie la prochaine vidéo que je vais enregistrer, c'est le petit calcul, entre guillemets petit, de cette intégrale-là. Alors on le prend pour acquis et on s'en sert. Alors si on s'en sert, vous voyez que c'est complètement terminé. Parce que du coup, ici j'ai quoi? J'ai 1 sur pi, et ici cette intégrale vaut pi, donc il me reste l'intégrale de 0 à t de f de s ds. Et ça, c'est exactement l'intégrateur d'ordre 1 agissant sur f au point t. Donc en fait, en démarrant par la composition de l'opérateur d'intégration d'ordre 1,5 par lui-même, en le composant avec lui-même, par un calcul simple, si tant est que le théorème de Fubini s'applique, c'est ce que nous allons voir maintenant, on va le justifier. Dans quelles conditions, pour quelle fonction petit f on peut faire ça finalement? Eh bien, ce résultat est concerné pour une classe de fonctions qu'on va identifier telles que les propriétés du théorème de Fubini via le théorème de Tonelli, c'est pour tout de suite, vont être satisfaites. Et du coup, ben, vous voyez que l'intégration composée donne exactement l'intégrale de 0 à t de petit f de SDS, c'est-à-dire l'intégrateur d'ordre 1 naturel que vous connaissez depuis déjà un bon bout de temps. Alors, voyons voir maintenant la propriété de ce si Fubini est applicable. C'est quand même la partie délicate de l'histoire. Si vous voulez, je vais considérer donc soit l'intégrale de 0 à t de... Alors ici, je pourrais considérer cette écriture-là, parce que c'est ou celle-ci ou celle-là que je considère pour passer de l'une à l'autre via Fubini, on est bien d'accord. Eh bien, je vais prendre celle, comment dirais-je, que l'on a obtenue, théoriquement en tout cas, et je vais montrer qu'elle est complètement égale grâce à Fubini via Tonelli à l'intégrale de départ. Donc c'est un choix d'investigation. Je prends plutôt celle-là. Alors celle-là, je peux la prendre avec f de s qui est constante par rapport à θ ou dedans ou dehors par rapport à l'intégrale. Donc je vais le prendre pour un peu rassembler les écritures. L'intégrale de s à t. Et puis je vais dire de f, donc de s, sur racine de, eh bien on a t moins θ, θ moins s. Alors ici c'est dθ à l'intérieur et ds à l'extérieur. Alors, ça c'est ce qu'on appelle l'astuce de Dirichlet. Elle est très pratique, elle est parfaitement compréhensible. Vous voyez ici que j'ai des bornes dans l'intégrale interne qui sont fonction de la variable, la borne inférieure est fonction de la variable externe de l'intégrale double. Alors, je peux écrire ça, c'est ça l'astuce de Dirichlet. Regardez, je vais écrire que c'est l'intégrale de 0 à t, de l'intégrale de 0 à t, et pas de s à t. Ah ouais, ben alors il va falloir faire quelque chose, vous avez raison. De f de s sur racine de θ moins t, de t moins θ, pardon, θ moins s. Et puis là, je vais multiplier par ce qu'on appelle la fonction indicatrice de θ, parce que c'est une fonction de θ, sur l'intervalle st. Alors, je vais expliciter ce que ça veut dire. Hein. On peut l'écrire de différentes manières, cette histoire-là. Alors là, dθ et ds. Avec, alors si je prends la fonction indicatrice sur un intervalle AB quelconque de θ, c'est une fonction qui vaut 1 si θ est compris entre A et B, et 0 sinon. C'est une fonction qu'on utilise souvent en théorie des probabilités. Fonction indicatrice, elle indique que la vie a lieu, elle vaut 1, elle pourrait valoir ce que vous voulez, mais on la met égale à 1, générateur de tous les nombres entiers au moins, par multiplication, tout simplement.
et ça vaut 1, il y a vie sur l'intervalle AB, et 0, il n'y a pas de vie. C'est indicateur de la phénoménologie sur l'intervalle AB. Vous avez bien compris en quoi consiste cette fonction. Donc ici, l'indicatrice de θ sur l'intervalle ST, c'est quand θ est compris entre S et T. θ, écrivez-le, donc θ compris entre S et T. Et vous voyez bien ce qui se passe, c'est bien exactement ce qui se passe là. θ est compris entre S et T. Donc, en fait, cette fonction indicatrice vaut 1, ou quand θ pas entre 0 et T, mais entre S et T. Donc, il y a complètement équivalence d'écriture entre ces deux formalismes-là. Alors, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir, sur le couple 0T, 0T, qui est maintenant... qui est un couple, j'ai envie de dire, de variables indépendantes, parce que là, le couple de variables était dépendant. Tandis que là, maintenant, je peux poser f de θ et de s. La fonction, eh bien, f de s sur racine de t moins θ, θ moins s, indicatrice, ah bah oui, l'indicatrice sur st de θ, et je vais dire pour θs appartenant à 0t, 0t, hein, c'est bien le but du jeu, 0t au carré. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant sur cette fonction grand F? Eh bien, je vais voir si le théorème de Tonelli est applicable. Tonelli étant applicable, si ça marche, eh bien, grand F sera dans Ln de 0t croix 0t, c'est le théorème de Tonelli, mais si f est dans L1 de 0t croix 0t, alors le théorème de Fubini qui dit que si f est dans L1 de AB croix CD, ici ça va être le même, 0t, 0t, alors on a permutation, etc. On peut permuter les ordres d'intégration de l'intégrale double, c'est ce que nous verrons ensuite. Alors, première... on va l'appeler alpha, première condition de Fubini, du théorème de Tonelli. Rappelez-vous, il va falloir intégrer partiellement l'intégrale de la valeur absolue de f. Alors, je vais l'appeler valeur absolue, je vais l'écrire, f de θ et de s. Alors, j'ai le choix, je vais intégrer sur 0t, puisqu'on est sur 0t. Là, maintenant, j'ai un choix. Le choix, il est où j'intègre par rapport à s, ou j'intègre par rapport à θ. Comment choisit-on? Parce que, encore une fois, dans un corrigé habituel, dans les livres, dans les ouvrages, vous voyez, le calcul, on pose, et puis on l'intègre par rapport à l'une des deux variables. Pourquoi? Ça, c'est la question importante. Alors, regardez pourquoi, et le choix est particulièrement simple. Si j'intègre par rapport à θ, eh bien, j'ai f de s qui sort. Si j'intègre par rapport à s, j'ai un mélange de θ et de s, j'ai du s, f de s sur racine de θ moins s au dénominateur, et je dois mener mon investigation de manière différente. En tout cas, à mon sens, c'est ce qui fait le choix d'intégrer par rapport à θ. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste l'intégrale de 0 à t de cette fonction-là. Mais rappelez-vous, ça vaut 1 seulement quand θ, qu'on intègre, est entre s et t. Donc, je peux le réécrire par rapport à l'écriture initiale. C'est l'intégrale de s à t de quoi? Eh bien, de dθ sur racine de, eh bien, t moins θ, θ moins s. Et ça, on l'a vu, on l'a admis, c'est à voir dans une prochaine séance. Ça vaut pi. Donc, c'est pi, valeur absolue de f de s. Donc, si quel que soit s appartenant à 0t, parce que s varie dans 0t, si quel que soit s appartenant à 0t, f est borné, fini donc, alors alpha est vérifié. La première condition de Tonelli est vérifiée. J'ai besoin finalement de rendre ça fini. Alors, il y a plusieurs possibilités selon vos connaissances en intégration et en théorie de la mesure, voilà, etc. Alors, je ne rentre pas dans ces détails-là parce que c'est aussi simple, hein. Je veux rendre fini, c'est la première condition du théorème de Tonelli, que cette intégrale soit convergente. Eh bien, il suffit que f soit borné sur l'intervalle d'intégration. Première chose. Donc, on va dire cette propriété-là. Alors, par exemple, eh bien, si vous avez des fonctions continues et que t, vous voyez, ne va pas à l'infini, t va être fini ici dans cette histoire-là, pour avoir un intervalle 0t fermé. Ben, si vous avez des fonctions continues, par exemple, sur 0t, elles sont forcément bornées sur 0t, et cette première propriété
est terminée et garantie. Alors maintenant, la deuxième. Alors deuxième condition, eh bien, on va intégrer cette fois-ci en S de 0 à t. Alors rappelez-vous, attention, c'est l'intégrale de 0 à petit t de valeur absolue de f de θ et de s dθ ds. D'accord? Alors ça, évidemment, je peux, vous voyez, parce que le calcul ici est égal, hein, il n'y a pas d'inégalité, donc je peux remplacer. Ça va donner exactement quoi? Ça va donner pi fois l'intégrale de la valeur absolue de f de s ds. Donc ça, c'est fini si f appartient à L1 de 0 petit t. Donc le bilan, rappelez-vous, t appartient à 0 plus l'infini, puisque sur R-, on n'a pas de phénomène qui vit, la fonction petit f est causale. Donc le alpha, j'ai besoin de si f appartient à l'ensemble des fonctions bornées sur 0 plus l'infini, alors, ok. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sur l'intervalle 0t, pour tout intervalle inclus dans 0 plus l'infini, à distance finie, c'est ça que ça veut dire, à distance finie, la fonction est bornée, est finie. Donc dans ce cas-là, la condition alpha est vérifiée. Petit b, eh bien, si f est absolument intégrable sur tout intervalle de la forme 0t pour petit t dans 0 plus l'infini, alors je vais dire, on va être un peu plus large par rapport à des choses que vous connaissez, qu'on a déjà vues ensemble. Si f est dans L1 log de 0 plus l'infini, c'est-à-dire absolument intégrable sur tout intervalle fermé, borné, inclus dans 0 plus l'infini, en particulier 0t. Il y a les intervalles de la forme T1, T2 qui ne sont pas 0t, je suis d'accord avec vous. Je mets un cadre un peu plus, j'ai envie de dire, connu, quoi, mais j'aurais pu dire sur tout intervalle de la forme absolument intégrable, sur tout intervalle de la forme 0t. Très bien. Mais bref, vous avez compris que, alors, eh bien, la condition de Tonelli est comment dirais-je, est vérifié. Alors, par le théorème de Tonelli, eh bien, Tonelli s'applique, et quel que soit t positif, alors grand F, appartient à L1 de 0t croix 0t. Les conditions sont sur petit f, la conclusion est sur grand F. Et donc, si grand F est dans L1 de 0t, 0t, alors le théorème de Fubini s'applique. Et je vais écrire la dernière conséquence. Alors, le théorème de Fubini s'applique. Et on a toutes les propriétés du théorème de Fubini, mais on a surtout que l'intégrale de 0 à t de l'intégrale de s à t de f de θ et de s, alors il va y avoir ici c'est dθ ds égale somme de 0 à t de somme de 0 à θ. Je fais la permutation, hein, c'est Fubini. Somme de 0 à θ de f de θ et de s ds dθ. Rappelez-vous, rappelez-vous, hein, à pi près, 1 sur pi près, ça c'est i 1 demi rond i 1 demi, avec les notations de tout à l'heure, agissant sur f en t. Donc j'étais parti de cela à pi près, hein, à peu près, hein, je vais marquer à peu près. Ce n'est pas le 1 sur pi qui nous pose problème depuis le début, vous avez bien compris. Et donc ça, j'ai supposé que je pouvais l'écrire comme ça. Oui, mais ça, c'est exactement égal à l'intégrale de départ par le théorème de Fubini, conséquente de l'application du théorème de Tonelli. Voilà, cette première propriété sur l'intégrateur d'ordre 1,5 de consistance, puisque composée par elle-même, elle donne l'intégrateur d'ordre 1, standard.
Et nous verrons donc la prochaine fois, dans le cadre du cycle d'intégration, le calcul de l'intégrale qui nous a permis d'aboutir finalement à qui vaut pi, rappelez-vous. Et nous continuerons par la suite donc nos investigations sur la dérivée d'ordre fractionnaire. Il y a des résultats particulièrement surprenants. À très bientôt, portez-vous bien.